Mais le tarot de Marseille, quand on devient maître du jeu, c'est comme la vie. Parce que la vie est un jeu. Si demain ma femme me quitte, je dois jouer. Je ne peux pas me retirer. Non, 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 j'accepte pas. Quand mon père décède, je suis obligé de passer par là. Je ne peux pas dire non, 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 je joue plus. La vie est un jeu, comme un jeu. Et quand on maîtrise ce jeu-là, ou un autre jeu sacré, on devient maître du jeu, maître de la vie. C'est là qu'on devient maître de sa propre vie. Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici une nouvelle rencontre qui va être passionnante, commentée bien sûr. Vous allez pouvoir partager aussi parce que lorsqu'on commence à parler de spiritualité et notamment au travers d'un support qu'on appelle le tarot de Marseille, je sais qu'en règle générale, c'est très très écouté. Alors, on va accueillir l'invité qui est installé sur les canapés, confortablement installé. C'est Moreno Fazzari. Est-ce que j'ai bien dit? Très bien. Avec une petite pointe d'accent un peu lamentable, mais j'ai fait ce que j'ai pu. C'est parfait. Bon, merci Moreno d'être là, merci infiniment. Merci à vous de m'accueillir. Et merci d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous considérez? Comme un thérapeute, comme un enseignant, comme un formateur, comme un coach, comme un accompagnant de vie? Oui, tout ça un peu à la fois, parce que c'est un parcours que j'ai fait. Alors, je suis devenu thérapeute, psychogénéalogiste, je pratique le tarot de Marseille, je suis spécialiste dans les symboles, et je pratique la psychomagie. Et il faut dire que c'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est-à-dire, je me suis pas réveillé un matin en me disant, je veux être thérapeute. Pas du tout. C'est un parcours que j'ai commencé parce que j'étais appelé à faire un travail sur moi, un travail de conscience. J'ai suivi certains signes que je voyais, et du coup, j'ai rencontré monsieur Alejandro Jodorowsky. Qui est ce monsieur-là, je crois. Hein. Oui, qui est ce monsieur-là, qui est très connu. Et en faisant mon travail sur moi, en ayant un long parcours de travail personnel, de travail psychologique, psychogénéalogique, et puis en essayant d'apprendre, en donnant aux gens, en faisant des tarots publics toutes les semaines. Déjà, je participais avec ces tirages à Jodorowsky. Et ensuite, je me suis mis très vite à faire la même chose à Paris. Donc, je suis allé dans un café, j'ai commencé à tirer le tarot une fois par semaine gratuitement. Waouh! Voilà, je voyais à peu près une vingtaine de personnes. Ok. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis formé peu à peu, en pensant pas devenir thérapeute. C'était pas un choix que j'ai fait comme ça. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi par une passion, par un travail sur la conscience, par un travail que j'ai fait avec des centaines et des centaines de personnes. Et puis cette chose s'est imposée à moi de façon spontanée. Alors reprenons dans l'ordre, parce que c'est intéressant de voir effectivement à quel moment les choses se décantent chez vous. Mais d'abord, comment est-ce que vous en arrivez à rencontrer monsieur Jodorowsky? D'abord, qui est-il pour ceux qui ne le connaissent pas? Il a beaucoup de casquettes, c'est un cinéaste, il a écrit beaucoup de pièces de théâtre, il a écrit beaucoup de livres aussi, il écrivait les pantomimes pour Marcel Marceau. Et, il était sur la voie du surréaliste, il a été l'auteur de El Topo dans les années 70, qui a créé la séance de minuit à New York. C'est ce film-là qui a créé cette séance-là. Et puis La Montagne Sacrée, que c'est un film mythique, pareil des années 70, 72. Et c'est un chef-d'œuvre sur le travail, enfin, pas sur le travail personnel, mais ça a un côté vraiment très, très spirituel. Comment vous rentrez en contact avec lui? Alors, c'est étrange, mais je suivais certains signes, comme ça on peut dire, de l'univers, parce que je voulais rencontrer une certaine voie, que je rencontrais 30 ans après. Mais quand je me retrouve par hasard devant Jodorowsky, un soir où je rentrais chez moi pour aller chez moi. Comme par hasard. Comme par hasard. Et puis, je reçois des indications qui me disaient d'aller à une conférence. Et au final, je voulais pas y aller, mais un deuxième signe arrive quand j'apprends qu'il faisait des conférences à 200 mètres de chez moi. Wow. Donc, je me dis, il faut que j'y aille. Et quand je rentre, parce qu'il y avait 200, 300 personnes, mais j'arrivais pas vraiment à rentrer parce que c'était tellement bondé de monde, que j'ai rencontré Carlos Castaneda. Je dis, waouh, qui c'est ce monsieur qui dit avoir rencontré Carlos Castaneda? Et c'est comme ça, dans la semaine, j'ai rêvé 3 fois de lui. Donc, j'ai décidé d'aller au tarot parce qu'on m'avait dit qu'il tirait les tarots. Et moi, le tarot, ça ne m'intéressait pas du tout. C'est vrai, ah ouais. À l'époque, quelle était votre ouverture spirituelle? Est-ce qu'elle existait déjà ou pas? Si, elle existait parce que c'est ce qui m'a fait quitter mon pays, l'Italie, d'où je viens. Ouais. Oui, et
je cherchais cette voie de connaissance, de conscience. Je ne savais pas encore, parce que je cherchais la voie du nagual. C'est ce qu'il y a marqué dans les livres de Castaneda, mais comme une folie que jamais j'aurais pu réaliser. C'était impossible pour moi. Mais j'ai quand même suivi cette intuition, et c'est comme ça que je suis arrivé devant lui. Et en écoutant que lui, il avait rencontré Castaneda, je lui ai dit, waouh, c'est étrange. Et puis, c'est pour ça que je me suis présenté devant lui, devant un tarot. Il y avait même une extraction qu'il faisait, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait passer avec lui. Oui. Donc, j'ai été extrait. Et quand j'arrive devant lui, la seule chose que je lui demande, c'est est-ce que je suis sur la bonne voie spirituellement? Parce que j'étais dans cette quête-là. Et c'est là qu'il me dit des choses assez agréables, même si sur le moment, j'avais une vingtaine d'années, un peu plus. Je dis, c'est pas possible qu'il me dise ça. Mais ce jour-là, il m'a offert un tarot de Marseille. Et c'est quand j'ai vu comme lui, il utilisait le tarot, que c'était un tarot d'aide, un tarot utile, un tarot psychologique, que je me suis dit, OK, s'il m'a mis ce tarot dans les mains, je dois en faire quelque chose. Je dois en faire quelque chose. Je dois l'apprendre. Et la vie a fait qu'en allant voir ces tirages par la suite, parce qu'il les faisait en bas de chez moi, à Paris, que c'est grand, hein, et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, toi, viens t'asseoir ici. Alors moi, je me suis retourné, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il me dit, non, toi, ici. Et donc, le monde s'est ouvert. Je me suis assis à côté de lui. Et de plus en plus souvent, il m'appelait, quand il me voyait dans le public, comme ça, dans les gens qui écoutaient, il me disait d'aller m'asseoir à côté de lui. Et peu à peu, je suis devenu son élève, et jusqu'à devenir son assistant. Wow. J'étais pendant quelques années son assistant aussi. Okay. Et je l'ai été pendant 20 années aussi dans les tarots. Je l'ai accompagné en Italie, faire des traductions en italien. Je le suivais un peu partout. Il m'a ouvert les bras comme un père, je dois dire. Il a été le père. C'est un père de substitution. Exactement. C'est comme un maître. Comme un maître. Absolument. Comme un maître, absolument. Je remercie mon père de m'avoir donné la vie d'être ici. Bien sûr. Et je remercie Jodo, pour les intimes, on l'appelle Jodo, de m'avoir ouvert ces portes vers la connaissance, vers l'inconscient, vers tout ce que j'ai pu utiliser ensuite dans ma voie. Et moi, au début, je me cachais. Je ne voulais pas me faire voir. J'étais à côté de lui. Lui, il attire beaucoup de monde. Mais moi, je me cachais un peu. Je voulais juste faire mon travail, comprendre ma vie et aller dans cette voie de la conscience qui pour moi est tout dans ma vie, non? Êtes-vous prêt à transformer votre vie en quelques heures? Avec mon équipe, nous allons créer un espace haute fréquence à l'intérieur duquel vous allez pouvoir déposer tout ce qui ne sert plus votre chemin d'âme. Venez comme vous êtes, avec vos challenges de vie, que ça soit physique, émotionnel, mental ou spirituel. Chaque âme recevra des upgrades cellulaires, biologiques et multidimensionnels. Nous allons travailler sur les traumas ancestraux, vies passées, contrats d'âme en tout genre. Nous allons faire des activations. Activation troisième œil, glande pinéale, kundalini et corps de lumière. Venez expérimenter la fréquence de l'amour inconditionnel. Fréquence à laquelle tout devient possible pour activer votre auto-guérison. Début mars 2025, nous serons sur Toulouse et Montpellier en partenariat avec ABC Talk et mes équipes américaines et françaises. Les places vont partir vite, alors si vous êtes prêts à évoluer, à changer, à vous transformer, rejoignez un de nos événements de groupe Self-Healing. Mais l'idée, c'est que vous auriez pu... Vous dites pas que vous êtes tarologue? Si, je peux le dire. Si, parce que je l'enseigne aussi. Donc oui, je suis tarologue, je suis thérapeute. C'est toujours difficile de me présenter parce que... Non, mais vous savez, en France, on aime bien mettre des cases. Hein. Donc, ça. il faut mettre des titres avec des cases et puis il faut bien mettre les gens dans des cases pour qu'on sache exactement qui est qui. Bon, mais c'était quand même important de le dire. Donc, ce Jodorowsky, c'est quand même celui à qui vous devez tout. Oui, au départ, oui. Je lui dois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je dois dire qu'il m'a reconnu aussi. Il a dû voir en moi quelque chose que moi, je percevais de loin en moi, mais j'étais très jeune. Mais en 20 ans oui. de collaboration, vous lui avez jamais posé cette question? Pourquoi moi? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que je voyais qu'il donnait à qui il pouvait, mais disons que moi, je l'ai compris pourquoi. Il y a des aspects toujours psychologiques derrière ça, non? Et si je peux le dire ici... Bien sûr, vous pouvez dire, évidemment. Ben, il a perdu un fils. OK. Il a perdu un fils jeune. Moi, je suis arrivé à ce moment-là. Moi, je m'appelle Moreno.
Et en réalité, mon histoire psychologique, c'est très important de comprendre sa propre histoire. Mon histoire psychologique commence 4 années avant ma naissance, avec la perte d'un enfant, de ma mère, et mon père, bien sûr. Et c'est devenu un secret de famille. Okay. Et moi, à mes 15 ans, je commence à me confronter avec la mort. Accident. C'est ce qui m'a poussé à partir d'ailleurs d'Italie, à tout quitter, parce que je me disais, si je reste ici, je vais mourir. Il n'y avait pas d'issue là-bas, il n'y avait pas grand-chose à faire à part... Oui, parce que vous étiez plus du côté Calabre, hein, c'est ça, hein, dans cette Italie du Sud qui est rude. Très rude, très arriérée, quelque part. Et donc, je me suis dit, ici, j'ai pas d'avenir, surtout après cet accident. Je faisais beaucoup de sport. Je pensais m'en sortir avec le sport. Et arrivé l'accident, je me suis démoli une jambe. J'ai eu un grave accident de moto à l'époque. Et puis, même après l'accident, j'ai commencé à me confronter avec la mort plusieurs fois. J'ai eu des graves problèmes. Et donc, je me suis dit, non, il faut que je parte. Il faut que j'aille réaliser ma quête à condition de mourir ailleurs, mais pas ici avec cette destinée qui m'était tout imposée du départ. Et c'est comme ça que je suis parti et c'est comme ça que j'ai rencontré Jodo. Et je dois dire aussi qu'à mes 20 ans, j'ai lu tous les livres de Castaneda, encore par des histoires un peu bizarres qui me sont arrivées. Et donc, j'ai cherché ce nahual, j'ai cherché un peu cette voie-là. Et quand je rencontre Jodo qui dit « J'ai rencontré Carlos Castaneda », je dis « Qui c'est ?» Je ne connaissais pas qui c'était ce monsieur. Je me suis dit « Qui c'est ce vieux monsieur ?» Il avait déjà 60 ans à l'époque, il était cheveux blancs, barbe blanche, moi j'avais une vingtaine d'années. Je me suis dit, qui c'est ce monsieur? C'est étrange. Il a rencontré, moi je le cherche partout. Hein. Et du coup, suite au rêve, suite au fait qu'il faisait les conférences à côté de chez moi, qui étaient gratuites. C'est incroyable. À l'époque, on appelait ça le cabaret mystique. Voilà. Et en fait, ça m'a ouvert les portes de la compréhension de qui j'étais, d'où je venais. J'ai pu comprendre, j'ai eu même... bizarrement, quelques mois après que je l'ai rencontré, la nuit de Noël, j'ai commencé à faire le schéma pour faire la psychogénéalogie tout seul, comme ça, parce qu'il enseignait comment faire. Et du coup, le ciel s'est ouvert, je commençais à avoir des visions, à voir mon grand-père qui était décédé avant que je naisse. Donc, je ne le connaissais pas directement. Et en fait, j'ai vu qui il était, ce qu'il faisait, j'ai vu les secrets des familles. Oui. Médiumnité pure. Sorte de, oui, si on peut l'appeler médiumnité, parce que tout est enregistré en nous. C'est comme si j'avais ouvert une porte qui m'a donné accès au secret. Ma mère était choquée quand je suis allé la voir. Et je lui dis, j'ai vu ça. Elle me regardait. Elle me disait, non, mais c'est pas ça, c'est ça. J'ai dit, non, moi j'ai pas vu ça, j'ai vu ça. Elle me regardait, elle me dit, mais comment t'as pu voir? T'étais pas né. Et là, elle s'est effondrée. Elle s'est effondrée, parce que c'était son père, pour le coup. C'était son père. Votre grand-père que vous n'avez pas connu, donc. Dans votre cheminement, et après on viendra évidemment à votre expertise, et de votre côté de thérapeute enseignant aujourd'hui, de la psychogénéalogie, de la psychomagie, parce que ça, c'est vraiment votre cœur de métier aujourd'hui, mais ce frère, ou cet enfant, sœur, c'était une sœur, vous saviez que c'était une sœur, ok. Cette sœur que vous n'avez pas connue, donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est par son biais que vous êtes ce que vous êtes aussi aujourd'hui, et que ça a contribué au fait que vous soyez emporté dans cette voie et dans cette nécessité de savoir qui vous êtes? Ça a contribué certainement. Beaucoup, oui, beaucoup, parce que ça a marqué mon histoire. Imaginez-vous que mes parents, sans se rendre compte, ils m'ont appelé Moreno. Et moi, quand j'ai demandé à ma mère et à mon père, pourquoi vous m'avez appelé Moreno? Ils m'ont dit, ah, mais on était en Suisse, on a entendu ce prénom, pour nous, c'était le plus beau prénom du monde. Magnifique, c'est la vraie explication de deux parents qui t'aiment. Bien sûr. Et c'était vrai. Mais ils n'ont pas vu l'inconscient, ils n'ont pas vu que Moreno, c'était mort et non. Non à la mort, qui était secrète. C'est incroyable, non? C'est ça l'inconscient qui s'exprime de pleine puissance. Ça, une fois que vous comprenez ça, vous leur dites? Je leur dis, oui, bien sûr. Je leur dis. Ils étaient choqués. Parce que c'était pure vérité. Ils ne pouvaient pas dire non, ils ne pouvaient pas dire mais non, c'est du hasard. Non, ils ont compris qu'il y avait une facette d'eux qui était cachée, reliée à l'inconscient, parce que mes parents sont quand même des gens modestes, qui n'ont pas beaucoup fait des études, voilà, des psychologies. Et encore moins une dimension spirituelle, j'imagine. Et encore moins, bien sûr.
Donc c'était très... Donc c'est ce contact avec Oui, Jodorowsky, Jodor. qui va vous mettre évidemment sur la voie Oui. de cette ouverture d'esprit, de cette spiritualité, de cette expertise, et ce tarot qu'il vous remet dans les mains, Oui. il vous dit quelque chose en vous remettant ça dans les mains? Il dit, tu vas faire ça? Non, il m'a dit d'autres choses avant. Il m'a dit, hein, tu as des capacités particulières, tu es ceci. Il a utilisé le mot mutant à l'époque. Tu es un mutant? Oui, il m'a dit, tu es un mutant, regarde-moi bien, regarde-moi dans les yeux, tu comprends ce que je te dis? Il m'a dit comme ça, moi je dis oui, oui. Il dit non, tu vas chez toi, tu vas prendre l'Audico et tu vas lire qu'est-ce que ça veut dire. Je le savais bien sûr, mais je suis quand même allé lire, et ce qui était intéressant, c'est qu'il disait que un mutant, c'était une mutation qui se produisait dans les gènes Ouais. d'un arbre généalogique, pas psycho, mais généalogique, Ok. et qui produisait une mutation, donc un être qui avait des caractéristiques qui portaient en avant l'évolution de l'espèce. Je dis, waouh, c'est beau, mais sur le moment, j'étais plutôt... C'est sûr. J'avais 20 ans, 22 ans à peu près, et je me suis dit, non, mais il me dit ça, mais moi, je suis là, Je suis pas un mutant. je suis pas un mutant, je vis dans 35 mètres carrés à Paris, au 5e étage, sans ascenseur. Non. Vous voyez? Oui, parce qu'on a une image du mutant avec certains pouvoirs et Exact. voilà, une certaine, voilà. Exact. Qui n'a rien à voir avec ce que vous... Rien à voir. Hum. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à étudier ça. Et en fait, c'est incroyable parce que le tarot n'est pas un instrument. Alors, on peut l'utiliser comme on veut. Je ne jette pas la pierre sur les gens qui utilisent pour l'instrument des voyances. Déjà, je me dis, c'est inutile de voir le futur de quelqu'un. Ouais. Parce que si tout est écrit, bah, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien y faire. Si je vois un futur qui est déjà écrit, on peut rien y faire. Et si on me dit, mais non, je vois le futur parce que comme ça, on peut le changer. Ben, si on peut le changer, ça veut dire que ce n'est pas écrit alors. Et tout commence dans l'instant présent. Donc, c'est pas ça. Et en fait, le tarot, comme il le disait lui, c'est la lumière d'Occident. Parce que la connaissance chez nous a été cachée. On a subi des siècles de Sainte Inquisition. Et à l'année 1000, déjà, on a commencé à occulter, parce que non seulement on a recherché ce qu'on appelait les sorciers et tout ça, mais on a brûlé des milliers de livres. Et ceux qui sont restés sont au Vatican, bien cachés. Donc, nous, on a perdu un peu cette connaissance qui, en réalité, se transmet encore de maître à élève et de maître à élève selon une lignée. Et le tarot, il nous montre comment est fait l'homme, comment il fonctionne. Parce qu'on a 4 énergies. Et par exemple, on vous dit, il faut être. Ah bon, ok, il faut être. Mais comment, qu'est-ce que ça veut dire être? C'est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le tarot nous enseigne, alors il faut être, mais être, ça veut dire qu'il faut enlever de nous, de l'être qu'on est, tout ce qu'on a rajouté, tout ce qu'on a mis depuis la naissance et voire avant. Donc, c'est nettoyer notre mental, nos programmes, c'est faire le ménage sur l'identité sociale. Hein, comme Proust l'a bien dit, hein, la personnalité sociale est une création d'autrui. C'est pas nous. Mais même quand on arrive d'une famille, on a été formaté à penser, à aimer, à ne pas s'aimer, ou à ne pas savoir aimer, à ne pas savoir faire, où notre action a été déviée, parce que le tarot nous enseigne que nous avons 4 énergies. Qu'on prenne un oriental, un occidental, ou je ne sais pas qui. C'est pour tout le monde pareil. C'est tout le monde est pareil. Quelles sont ces 4 énergies? Et donc, ces 4 énergies sont être dans la tête, c'est tout ce qu'on a reçu mentalement, tout ce qu'on nous a inculqué, tout ce qu'on nous a appris. C'est le cœur, ensuite, c'est aimer. Et je dis aimer parce qu'on cherche encore à être aimé. Et quand on veut être aimé, on est resté dans l'enfance, on est resté dans cette demande aux parents, à la famille d'être aimé. Mais quand on devient un adulte, on aime. Et ça change. Et ensuite, on a l'énergie de l'action, l'énergie pure qui est faire, mais qui est l'énergie créative et sexuelle. Et le tarot en parle aussi de la sexualité qui est tabou, personne n'en parle, c'est délicat. Et ensuite, le corps qui soutient toutes ces énergies. Et le corps, dans le corps, on doit savoir vivre. Parce qu'il faut savoir comment se relationner à la matière, à notre corps, et pas déléguer aussi notre santé. Bien sûr, on est malade, on peut aller voir des médecins, mais ça serait bien qu'on sache qu'est-ce qui se passe à nous et qu'est-ce qui casse l'équilibre pour tomber malade. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'on est malade, à chaque fois qu'on a un problème, il faut aller voir dans ces 4 énergies où s'est cassé l'équilibre. Dans l'émotionnel. Et le tarot permet ça. Et le tarot permet ça. C'est ça qui est exceptionnel. C'est ça qui m'a attiré dans le tarot, parce que je pensais que le tarot, je dis, oh non, pas le tarot.
Le futur, ça ne m'intéressait pas. Mais quand j'ai vu Jodo, au tirage, en 5 minutes, déceler le problème d'une personne, lui donner une solution, et voir ces personnes qui revenaient quelques mois après en disant « Incroyable, j'ai mis en pratique ton conseil, ton acte de psychomagie, et ma vie a changé sur plusieurs plans, même au-delà du problème que j'avais. » Je me suis dit « Qu'est-ce que c'est ça? Comment c'est possible ?» Et moi-même, j'ai testé au début, parce que j'ai eu la chance d'avoir un acte, pas ce jour-là, mais quelques temps après. Et c'est incroyable, parce que ça m'a transformé, mon problème a disparu. J'avais un problème d'argent, à gagner de l'argent. Je pouvais travailler pour quelqu'un, on ne me payait pas. Ensuite, je changeais, j'allais voir quelqu'un d'autre, on m'embauchait. Je travaillais, hein, j'avais un contrat, mais on ne me payait pas de nouveau. Alors, je suis allé voir Jodo, je lui ai dit, mais... Il y a un problème avec l'argent. Il y a un problème avec l'argent, Alejandro. Qu'est-ce qui se passe? Je vais là, je travaille, on ne me paye pas, je dois dénoncer au prud'homme, après c'est la même chose. Et lui, il me dit, écoute, raconte-moi cette chose-là comme si tu rêvais. Ok, je rêve que je vais travailler, qu'on ne me paye pas, je rêve qu'ensuite c'est pareil, ça se passe pareil, je dois dénoncer, je rêve tout ça. Il me laisse finir et il me dit, c'est qui rêve? Je dis, c'est moi qui rêve. Il me dit, bien, alors c'est toi qui as un problème avec l'argent, c'est toi qui crée la réalité, c'est toi qui vas te mettre inconsciemment dans ces situations-là parce que tu as un problème avec l'argent. Et c'était évident parce que je venais des parents qui avaient immigré. Et donc, l'argent, c'était le sacrifice. Vous savez, on peut avoir un argent sale, un argent sacrifié, un argent idéalisé, un argent que, voilà, a été d'héritage, par exemple, qu'on refuse, c'est pas notre argent. Voilà, l'argent, c'est un thème assez vaste. Et donc, j'avais une problématique avec l'argent. Il me donne un acte de psychomagie, je m'en rappellerai toujours. En plus, il m'a pas fait payer, parce qu'à cette époque-là, pendant une courte période, il a dû faire des séances payantes. Autrement, lui, il faisait le tarot gratuit dans les cafés. Mais à ce moment-là, il avait besoin, donc j'avais économisé pour aller le voir. C'était un bon prix à l'époque. Mais à la fin, quand je lui donne l'argent, il me dit non. C'était avant que je devienne encore son élève, son assistant. Non, il me dit non, garde cet argent. C'était 1000 francs à l'époque. Hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et du coup, il sort une liasse d'argent comme ça, et il me donne un billet de 500. Et il me dit, ça, c'est pour toi. Et il me dit, il me fait une prescription avec cet argent de ce que je devais faire. Il me dit, non, le dépense surtout pas, ne le dépense surtout pas. Jusqu'au jour où tu n'as plus un centime, alors tu pourras le dépenser utilement. C'est ce que j'ai fait, je l'ai gardé, je voulais l'encadrer. Mais au final, un jour, je n'avais plus d'argent, donc je suis allé le dépenser. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, j'ai fait des courses, bien sûr, pour manger. Bien sûr. Mais quand j'ai payé, il s'est passé quelque chose dans mon corps, je ne peux pas le définir, parce qu'en fait, l'acte, c'était de le dépenser. Il fallait le dépenser. C'est quand je l'ai dépensé que j'ai senti l'énergie circuler dans mon corps, et c'était juste le dépenser. À partir de ce jour-là, l'argent est toujours rentré, c'est toujours sorti, mais il a toujours circulé. Parce qu'après, j'ai appris que l'argent, c'est comme le sang. Ouais, c'est une énergie. C'est une énergie, il doit circuler, parce que s'il s'arrête, on tombe malade. Donc ça m'a ouvert vraiment beaucoup de portes. Je dis, mais comment ça se fait que ça fonctionne? Et au final, je découvre qu'il lui... Alors, il a un parcours personnel exceptionnel. Le théâtre, le mime, la rencontre avec Breton, le surréaliste André Breton. C'est lui qui lui dit, lui, il collectionnait beaucoup de tarots, mais c'est Breton qui lui dit, le seul qui vaille la peine, c'est le tarot de Marseille. Donc, il a donné tous les autres tarots, il a gardé le tarot de Marseille. Il a commencé à voir qu'est-ce qu'il dit, parce qu'on n'a pas compris le tarot. Pendant des siècles, on l'a associé à la Kabbale, à l'astrologie, à la numérologie. À la numérologie. Oui, absolument. Et tout ça. Mais en fait, le tarot, non, il n'a pas besoin des autres disciplines pour être ce qu'il est. C'est fou, parce que vous savez quoi, on a enregistré une émission qui dit l'inverse. Vous voyez? Non. Pas du tout. C'est une erreur. Et vous savez, même tous ces gens, OK, on peut faire ce qu'on veut, mais moi, je ne créerai jamais un tarot. C'est impossible. C'est comme si je voulais reproduire les pyramides d'Égypte, la nuit étoilée de Van Gogh, ou la chapelle Sistine, en me disant, je vais l'améliorer, je vais l'enrichir. Mais vous dites un tarot ou un oracle? Non, le tarot de Marseille. Un tarot de Marseille. Parce que tous les jeux du monde, tous les jeux viennent du tarot de Marseille. Tous, même moi je connais jusqu'au Pokémon.
Oui, oui, oui. Oui, mais tout vient du tarot de Marseille. Tout a été inspiré. Avant, il y avait pas un jeu de cartes. C'est quand le tarot de Marseille est apparu que peu à peu, on a commencé à refaire, à imiter, à copier. Imaginez-vous, j'aurais la prétention d'améliorer le tarot de Marseille. C'est impossible. Ou de le changer, de l'améliorer. Ouais. C'est impossible. C'est comme si je voulais améliorer une œuvre déjà existante. Est-ce qu'on sait qui est à l'origine, véritablement? Justement, non. Qui est à l'origine du tarot de Marseille? C'est pour ça qu'il s'appelle le tarot de Marseille et pas le tarot de Moreno, de je ne sais pas qui. C'est comme Notre-Dame. On sait qui l'a faite? Non. Les pyramides d'Égypte, on sait qui les a faites? Non. C'est un tarot anonyme parce que la personne par qui il est passé ce tarot, il a reçu. C'est comme Kabbale. Vous savez, Kabbalah, ça veut dire ce qui est reçu. Donc c'est quelque chose qui est reçu parfaitement comme il est. On ne peut pas le changer, on ne peut pas le transformer parce qu'il va perdre sa cohérence. Et on sait, en le regardant, que c'est comme un monument, quelque chose qu'on va visiter. Et quand on regarde dans les détails, c'est tellement incroyable, la cohérence, tout ce qu'il raconte, que c'est impossible que ça vienne d'un esprit humain. C'est impossible. Et quand on a pensé que c'était quelque chose qui s'est fait sur plusieurs générations, on s'est dit non, c'est pas possible non plus parce qu'il aurait perdu de sa cohérence. D'un esprit à un autre, il aurait perdu cette cohérence. Et le tarot, juste pour vous montrer quelque chose. Bien sûr, je suis friand. Quand on fait, voilà, on prend le. Mais vous savez que vous cassez tous les codes du tarot. Hein. Oui. Vous savez ça? Oui, je crois. Je crois, ils vont me détester. non, mais ça va. Non, mais c'est extraordinaire. Moi, je suis tellement content que vous. J'hallucine sur ce que vous me dites. Oui. Parce que c'est vraiment un instrument de connaissance, c'est rien d'autre. Regardez. Si j'associe ces deux cartes, le diable, vous voyez ce qui se passe? Vous voyez que j'en coupe la tête des diablotins? C'est impossible de changer ça, de changer les détails, parce qu'on va perdre cette cohérence. C'est un puzzle qui s'unit avec d'autres cartes, et il y a des symboles cachés, enfin, ils sont là, mais il faut savoir les regarder, pour qu'ils commencent à raconter une histoire en associant une carte avec une autre. Mais votre caméra, elle est là, mettez bien en face pour qu'on voit bien. Voilà, positionnez ça. Voilà, très bien. Sans faire de plan, hein, c'est bon comme ça. Okay. Voilà, je pourrais faire comme ça pour dire ça coupe les têtes. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, on voit très bien, Voilà, super. Vous voyez? Mais il y en a plein d'autres. Bien sûr. Plein d'autres combinaisons comme ça. Et ça, c'est le tarot restauré, le tarot de Marseille restauré de Jodorowsky et Camoin. J'étais là quand ils ont fait ce travail, parce qu'ils ont trouvé un tarot très ancien, qui était au Mexique, d'ailleurs, dans qu'on appelle ça, où on vend des antiquités. Hein, et puis avec Camoin, qui détenait les droits des Grimaud, de l'ancien tarot de Marseille, ils ont travaillé pour le restaurer, et il y a des choses qui s'étaient effacées, parce qu'au temps du tarot, on le copiait à la main. Et donc, il y avait des détails qu'au fur et à mesure, quand moi j'allais me faire un tarot, il y avait des détails qui étaient effacés, et donc on les recopiait plus. Ils se perdaient. Lui, on ne voyait plus. Grimaud, il a changé les couleurs pour se l'approprier. Et il a effacé le sexe du diable, etc. Donc, ça a été transformé. Mais le tarot, il a pour vocation d'ouvrir les portes de la conscience, de comprendre qui nous sommes, comment nous fonctionnons. Il n'est pas là pour vous pour faire de la voyance. Non, pas du tout. Ok, juste donner des pistes de réflexion sur l'être que nous sommes. Oui. C'est ça? Ou alors, si je dois corriger et utiliser voyance, c'est pas la voyance du futur, mais la voyance de l'être. C'est-à-dire que ça me permet de voir quelqu'un parce qu'il va révéler dans un tirage la structure psychologique du consultant. Il va me dire quels sont ses manques, quels sont ses excès. Est-ce qu'il fonctionne émotionnellement? Est-ce qu'il a un problème sexuel? Est-ce qu'il a un problème à être, donc intellectuel, mental, spirituel? Parce que spirituel, ça commence ici. La spiritualité, on parle beaucoup de spiritualité, mais qu'est-ce que c'est? Si ça commence pas avec je mange bien et je suis bien dans ma réalité, en gagnant de l'argent, dans mon corps, avec moi-même, je ne comprends pas ce que c'est la spiritualité alors. Parce que la spiritualité commence ici et maintenant, dans ce corps. Comment est-ce que vous en êtes venu à la psychogénéalogie et ensuite à la psychomagie en partant du tarot? Oui. Alors, quand on a commencé à voir, et je fais aussi un remake sur le parcours de Jodo, quand il a commencé à comprendre le tarot, et il a utilisé avec les gens,
il s'est aperçu que ça parlait d'eux et des énergies. Ces énergies sont souvent déplacées. On a des excès ou des manque d'amour, excès d'autorité d'un père ou un manque d'un père, etc. Et très vite, on s'est rendu compte que ces énergies étaient déplacées ou étaient en carence à cause d'où on venait. C'est-à-dire, on grandit dans une famille, dans une société, avec une culture, avec une religion, même si nos parents sont moins religieux, on a été influencés par nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents très religieux. On porte encore des prénoms comme Joseph, Marie, vous voyez, même si on n'est pas du tout religieux, mais ils ont une incidence dans notre vie concrète. Évidemment. Évidemment. Il y a une résonance. Il y a une résonance. Donc, très vite, on s'est aperçu, en regardant le tarot comme ça, qu'on ne pouvait pas mettre de côté la généalogie. Après, c'est devenu la psychogénéalogie parce que c'est Jodot qui a inventé le terme psychogénéalogie. Il me l'a dit personnellement, j'ai inventé le mot psychogénéalogie, le mot tarologue et psychomagie, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a quelques années, plus d'une dizaine, il a changé la psychogénéalogie pour l'appeler métagénéalogie. Parce que tout le monde s'était approprié de ce terme, des psychologues, bien sûr, des thérapeutes, mais sans avoir fait ni le travail sur eux, et ni en sachant vraiment qu'est-ce que c'est la psychogénéalogie transmise par Jodorowsky. Il y avait que, dans les années 70, il y a eu Jodorowsky et Anne Ancelin Schutzberger, qu'elle a inventé le généagramme pour travailler sur la mémoire des ancêtres, etc. Mais elle n'avait pas utilisé le mot psychogénéalogie. C'est Jodot qui l'a inventé. Et donc, il faut donner à César ce qui est à César. C'est ça. Oui. C'est ça. Et tout le monde s'est approprié, la planète entière aujourd'hui utilise le mot psychogénéalogie. C'est vrai. Et beaucoup de thérapeutes se sont installés ici en disant « je fais de la psychogénéalogie ». Alors, comment? Où ils l'ont apprise? Parce que la première chose, c'est la comprendre sur soi. C'est quand j'ai vu les secrets de ma famille, quand j'ai vu les problèmes, j'ai vu que le moindre de mes actes, de mes choix, de ma vie, provenait à 90% de mon arbre généalogique et pas de moi. Ma seule liberté, ça a été de partir, d'essayer de quitter. Et c'est ça qui m'a ouvert la voie de me découvrir réellement et d'arriver à mon être essentiel. Autrement, jamais. On peut penser qu'on va chercher un maître, par exemple, en Orient, pourquoi pas au Tibet ou en Inde, etc. Et on ne se rend pas compte qu'on vit pendant 20 années la même histoire d'un père absent. Je n'ai pas eu de père, je vais me retrouver un maître qui ne va pas me voir parce qu'il a des milliards d'élèves. Il va me donner un nom qui n'a pas de sens parce que je l'aurais vu pendant 10 minutes. Et moi, je serai là, l'élève de ce maître, etc. Et en fait, je suis en train de reproduire psychologiquement la relation à mon père absent. Et je ne me rends pas compte. Et je crois être dans la spiritualité. Et j'en suis bien loin. Il y a plein de gens. Qui font ça. Oui, oui. Donc ça, c'est quoi? C'est une spiritualité bullshit? Et c'est une illusion. Parce que ça ne m'amène pas là où je dois aller. Donc je crois en train de vivre ça. Alors si, ça m'apporte quelque chose, mais attention entre ce qui est croyance et connaissance. Parce que je peux croire au maître, je peux croire à ci, je peux croire à là, mais nous, on est partisans je veux pas croire, je veux connaître. Je veux expérimenter, je veux savoir par mes propres moyens. Je veux être. Et je veux être. Mais pourtant, vous êtes presque une sorte de disciple de Jodorowsky. Oui, si, je l'ai été. Oui. Aujourd'hui, non. Bien sûr. Voilà. Mais bien sûr, je suis passé par là. Il faut accepter. Quand le maître est bon, il te conduit à ton propre maître intérieur. C'est pas lui le maître. D'ailleurs, il disait même le tarot, c'est le maître. C'est pas moi. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous apprend. Et ça nous guide jusqu'à devenir ton propre maître. Parce que c'est ça qui fait le tarot. C'est un jeu. C'est un jeu sacré. Il y en a plusieurs. Il y a le I Ching, 64 combinaisons. L'échiquier, 64 combinaisons. C'est des doubles carrés, noir et blanc. Le tarot, 21 numéros, plus le mat, pas de numéros. Même le jeu de loi, qui est un jeu très très ancien, si on va voir, c'est 63 cases, plus une qui n'a pas de numéro, qu'il faut arriver à 64. C'est pareil, vous voyez, c'est un jeu sacré. Le tarot, 21 numéros, x 3, 63, plus le mat qui n'a pas de numéro, 64. C'est encore la même chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'arrive à maîtriser, c'est pour ça que
moi, je me suis intéressé qu'au tarot de Marseille. Je ne connais pas les autres tarots. Je ne connais pas. Mais le tarot de Marseille, quand on devient maître du jeu, c'est comme la vie. Parce que la vie est un jeu. Si demain, ma femme me quitte, je dois jouer. Je ne peux pas me retirer. Non, 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 j'accepte pas. Quand mon père décède, je suis obligé de passer par là. Je ne peux pas dire non, 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 je joue plus. La vie est un jeu, comme un jeu. Et quand on maîtrise ce jeu-là, ou un autre jeu sacré, on devient maître du jeu, maître de la vie. C'est là qu'on devient maître de sa propre vie. Et c'est là qu'on peut, à ce moment-là, c'est comme ça que ça s'est imposé à moi, l'aide aux autres. Jamais j'ai voulu faire thérapeute. Jamais. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Moi, je voulais faire mon travail de connaissance. Je voulais trouver mon business, gagner de l'argent, ça oui, parce qu'il le faut. Mais je pensais jamais devenir thérapeute. Non, moi, je faisais mon travail de conscience. Je voulais rencontrer la conscience, le Nagual, voir Castaneda, voir je ne sais pas qui, dans cette tradition-là. Le fameux Tata Cacho. Tata Cachora. Cachora, c'est ce monsieur-là, j'ai vu dans votre histoire aussi. Oui, ça, qui a 110 ans aujourd'hui. 110 ans. Hein. Bientôt 111. Très bientôt. Juste un petit mot sur ce monsieur, pour ceux qui ne connaissent pas, et moi le premier d'ailleurs. Alors, en fait, c'est controversé aujourd'hui parce qu'on ne le croit pas forcément, mais moi, je l'ai rencontré. C'est un homme qui a 110 ans, qui a eu 4 femmes, il a 45 enfants. À 110 ans, moi je suis parti encore il n'y a pas très longtemps avec lui dans les montagnes, dans le désert du Mexique, et lui il marche pendant des heures et nous on est derrière lui. Lui il a 110 ans et c'est incroyable l'énergie qu'il a. Il pourrait encore avoir des enfants, parce que dans une interview il dit tu vas faire encore des enfants? Non, non, parce que je ne vais pas les connaître, non pas parce qu'il ne peut pas le faire. Donc il est en pleine possession de tous ses moyens. Et on sait aujourd'hui, ça commence à se dire, parce qu'il y a des journalistes qui ont fait de premières recherches, on sait que c'est le premier homme qui a inspiré le personnage de Don Juan dans les livres de Castaneda, tellement que même George Lucas s'est inspiré pour Maître Yoda, pour faire le personnage donc, de Maître Yoda, il s'est inspiré de Don Juan. Et du coup, on sait que c'est lui qui a inspiré ces livres. C'est un doyen de l'humanité? Non. Non, il y a plus vieux. Il y a plus vieux encore? Là-bas, il y a beaucoup d'Indiens. C'est toujours dans la tradition yaqui. Il y a un autre monsieur qui est là à 113 ans, je crois, qui est incroyable parce qu'il travaille avec les énergies, il peut appeler le vent, il fait des choses un peu extraordinaires. Pour nous, c'est incroyable. Donc vous avez rencontré ce monsieur? Par hasard, 30 ans après. Comme par hasard. Comme par hasard. Entre Jodorowsky et lui, c'est quand même incroyable, vos rencontres. Oui, oui, oui. On m'a mis dans un avion, je vous assure, on m'a mis dans un avion pour le Mexique. Voyage payé, et j'arrive là-bas parce que je voulais faire un travail. Ma mère venait de décéder. J'étais un peu pas bien. Je me suis dit, j'ai envie de me retrouver dans un désert, et c'est incroyable parce que 2 mois après, je reçois un message. Je dis, tu pars avec moi au Mexique? Je dis, ah bon? Et là, je dis, non, 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 je vais pas aller au Mexique comme ça. Mais qui vous dit ça? Un ami, un élève en plus du tarot. Ok, ok. Et moi, je me dis, non, 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 mais est-ce que c'est juste que j'aille là-bas? Donc, je demande. Et cette nuit-là, je rêve de cet ami qui me dit, alors, pourquoi tu viens pas au Mexique? Et quand je me réveille, il m'accompagne, sans que je dise rien encore, je n'avais pas dit, cette nuit, j'ai rêvé de ton ami. Je dis, non, c'est pas possible. Elle n'a jamais rêvé de lui, ni avant, ni après. Et de ton élève, même à l'époque. Et je dis, mais c'est incroyable, parce que moi aussi, je viens de rêver de lui cette nuit, en me disant que je dois aller au Mexique. Donc, et vous envoie un mail pour dire, on part au Mexique? Oui, un message. Oui, c'est un SMS à l'époque. Oui. Et j'y vais, sans chercher un autre maître, parce que j'étais sur cette voie, même si jamais je pensais rencontrer un Nagual. Enfin, je l'espérais, bien sûr, je voulais, mais bon. Et puis, ça arrive à ce moment-là, je vais faire un travail là-bas, dans les montagnes, de jeûne, de plusieurs jours, et j'arrive devant ce monsieur qui était, lui, le chaman qui organisait cette bousquedade des visions. Je me dis, mais c'est incroyable, c'est bizarre. On me dit que son animal totem, c'est le corbeau. Il habite dans les montagnes, là, près d'où on disait qu'il était Don Juan, dans les livres. Je dis, c'est étonnant, c'est étonnant. De plus en plus, j'ai su ensuite que c'était lui qui avait inspiré ces livres-là. Waouh. Voilà. Donc, vous rencontrez ce monsieur? Je rencontre ce monsieur il y a quelques années déjà. Mais vous étiez déjà, j'allais dire, sous la coupe, mais c'est pas le bon mot. Mais vous étiez déjà avec Jodorowsky. Oui. Vous travailliez déjà avec Jodorowsky à l'époque. Oui, c'était fait. Moi, parce qu'en 2017,
Jodo, 17 ou 16, 17, je crois. Il s'est retiré. Il s'est retiré, ok. Il s'est retiré. Et d'ailleurs, il y a une vidéo en plus où on voit ça parce qu'il est au Téméraire, je suis là, et ce jour-là, sans rien me dire, il annonce qu'il se retire, qu'il va s'occuper de ses films parce qu'il lui reste peut-être pas beaucoup de temps. Et donc, qu'à partir de ce jour-là, il me laisserait la place à moi. C'est moi qui le remplacerai au Café Téméraire, à l'époque. Et moi, je regarde comme ça, il me dit, non, c'est toi. Et donc, je continue à lire les tarots dans ce café jusqu'au Covid, qui a fermé les portes, donc. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour continuer? Et je me suis dit, OK, je vais le faire. C'est un nouveau challenge parce qu'au moins, dans les cafés, on voit la personne. Bien sûr. Elle est en face de nous. Bien sûr. Voilà. Je dis, je vais le faire sur Facebook et maintenant sur Instagram. J'ai fait des lectures gratuites, bien sûr. Des gens qui posent des questions, je ne les vois pas. Donc pour moi, ça a été un vrai challenge parce que je me retrouve devant le néant. Et du coup, en partant seulement de sa question, j'essaie de donner une réponse utile. Bien sûr, pas une réponse sur le futur. On peut poser toutes sortes de questions, pas sur le futur. Et moi, je vais répondre selon ce que je peux donner à la personne, avec les moyens que j'ai, avec cette distance, parce que je ne peux pas interagir, je n'ai que la question. Parfois, je demande l'âge, dites-moi juste l'âge. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui pose la question de l'amour, si elle a 20 ans, c'est pas la même chose si elle en a 70. C'est sûr. C'est pas la même chose. Alors, ça me donne juste un petit repère. C'est sûr. Mais comment est-ce qu'on peut c'est incroyable ce que vous me racontez. Votre histoire est dingue. Oui, mais vous avez écrit, il faut écrire. Oui, ça fait longtemps que je faut écrire. Non, mais c'est extraordinaire. Ouais. Et puis, non seulement on va faire des choses. Avec plaisir. Non, mais on va faire des choses. Avec plaisir. C'est-à-dire, vous allez vous installer ici, dans ce studio, Oui. et puis vous allez parler aux gens. Avec plaisir. Via votre tarot. Oui. Non, mais je ressens ça. D'accord. Vraiment, c'est incroyable. Non, mais Jodorowsky, ce monsieur, est-ce qu'il vous dit quelque chose au moment où il décide d'arrêter? Donc, il vous dit que c'est vous qui allez prendre la relève. Oui. En tout cas, dans ce café-là. Oui. Voilà. Et est-ce qu'il vous dit autre chose? Parce que vous êtes un de ses disciples, mais vous êtes son assistant et vous êtes son premier assistant. J'ai été son premier assistant, oui, pendant un moment. Pas toujours, parce que à un moment donné, ma fille est née. Ouais. Donc, je dis, Alejandro, je peux plus lui. Il dit, comment tu peux plus? Je dis, mais je te donne un élève à moi qui était très bon à l'époque. Ouais. Et il dit, OK, il a accepté parce qu'il tenait pas. Mais j'ai continué quand même. Donc, j'allais pas tous les jours, mais j'étais toujours son assistant aux lectures au Téméraire, dans les lectures, dans les cours de tarot qu'il donnait chez lui, dans les cours de psychogénéalogie. C'est moi qui était là à côté de lui pour l'aider. Voilà. Ou en Italie pour faire des traductions encore. Après, arrivait une de ses femmes qui parlait très bien italien, donc du coup, c'est elle qui allait en Italie. Mais j'étais très proche de lui. Vraiment, je sentais qu'il m'avait pris. Je me demandais pourquoi. Enfin, après, j'ai eu mes explications psychologiques, non? Mais il m'a pris comme un enfant, comme un fils. D'ailleurs, parfois, on lui disait, mais c'est ton fils, parce qu'on a une certaine ressemblance, non? Au café. Et il disait, non, lui, c'est pas mon fils, c'est mon fils spirituel. Il est impressionnant, lui, quand même. Il est très impressionnant. Il m'impressionne toujours encore. Oui. Il est charismatique. Très. Ouais. Lui, il me disait rien. Si, il me disait, toi, tu vas voir, ça sera les tarots. Et il me dit, pourquoi il me dit ça, moi, les tarots? Bon. Et c'était quelqu'un qui, dans la voix, était dur, mais juste. Je sentais qu'à chaque fois, s'il me faisait un reproche, il avait raison. Il avait raison. Et une seule fois, j'ai trouvé qu'il avait dépassé les bornes, qu'il s'était trompé, qu'il m'avait engueulé comme ça. Et 5 minutes après, il s'est excusé. Il a su s'excuser tout de suite en me disant non, je m'excuse. Qu'est-ce que vous retenez de lui, de ces dernières... Qu'est-ce qu'il vous a dit avant de partir, ou en tout cas avant de... Ce que je retiens, alors, à part toute la connaissance... Qu'il vous a apporté. Toute la connaissance qu'il m'a apporté, le fait que je pouvais compter sur lui dans les moments difficiles, me confier à lui. Je me rappelle un jour, il y avait ma mère qui était venue à Paris me voir, il m'appelle et il me dit viens manger avec moi, viens dîner avec moi. Je dis je suis avec ma mère, t'as besoin de moi? Il me dit non, c'est toi qui as besoin de moi. Je dis c'est vrai? Comment tu sais? J'avais un petit problème à ce moment-là. Je dis ça, il est incroyable. Et je ne sais pas comment il faisait. Et moi, ce que je retiens de lui, c'est un grand cœur, une affection incroyable qu'il ne me devait pas, mais que pourtant il avait pour moi.
Et c'est ça que je retiens le plus au-delà de tout ce qu'il m'a donné, parce que c'est vrai qu'il m'a donné beaucoup. Bien sûr. Beaucoup. Il vous a tout appris. Il m'a tout appris, Ouais. on va dire, oui. Mm. Oui, oui. Mais j'ai eu la capacité d'intégrer, de faire mon parcours, de faire mon travail. Je me reconnais ça aussi. Mais c'est clair que c'était une clé indispensable. 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 Dans la psychogénéalogie, dans la psychomagie, c'est son enseignement? C'est son enseignement, oui. D'ailleurs, il le disait, j'enseigne pas la psychogénéalogie. Pour apprendre la psychomagie, pardon. Pour apprendre la psychomagie, il faut être avec moi au moins minimum 10 ans, 15 ans. Et c'est quelque chose qu'on peut absorber, qu'on peut comprendre peu à peu, parce qu'il disait, au début, il n'y avait pas de principes. Aujourd'hui, il y a quelques principes, quelques lois dans la psychomagie. Mais au début, c'était quelque chose qui venait de lui, totalement instinctif, qui a été découvert aussi, redécouvert. Vous savez, il a passé 7 années avec Pachita, qui était une guérisseuse incroyable, incroyable. Encore aujourd'hui, il y a un énorme mystère sur cette femme, parce qu'elle faisait des opérations avec un couteau, il changeait des organes, il matérialisait les organes qu'elle changeait. Il y a des gens connus en France, hein, des chanteurs, des chanteuses et autres, qui sont allés se faire opérer par Pachita, qui ont guéri de pathologies lourdes, hein, comme du cœur, les reins. C'était incroyable. Lui, il a passé 7 années. Il y a eu même un Mexicain très connu, Jacob Greenberg, qui, oui, c'est un neuropsychiatre qui a étudié avec Pachita, qui a disparu ensuite. En 94, il a disparu parce qu'il avait fait des connexions entre la télépathie, la conscience, l'inconscient, les pratiques de ces chamans qui sont des traditions yaqui, comme Tata Kachora, et qui vivent 110, 120. Il y a Don Panchito qui est mort à l'âge de 130 ans. Don Panchito, un sorcier yaqui mexicain, qui meurt, qui est très connu. D'ailleurs, Greenberg a écrit sur lui. Mais quand on a ce genre de personnage, on se demande s'ils ne se sont pas gourés sur la date de naissance. C'est ce qu'on pourrait penser, mais non. Alors, je peux vous dire que pour Tata Kachora, je ne suis pas le premier. Lui, il le savait. C'est, comment il s'appelle, qui a inventé les constellations familiales. J'ai un petit trou. L'inventeur des constellations, comment il s'appelle? Ça, je ne vais pas pouvoir vous aider parce que j'ai une lacune là-dessus. Bert Hellinger. D'accord. Voilà, qui est très connu. C'est lui qui est le père c'est lui qui a inventé les constellations familiales, Bert Hellinger. Dans les années 90, fin 90, je crois, il a amené en Allemagne, en sachant qu'il était le Don Juan des livres de Castaneda. Il pouvait pas encore le dire, parce qu'il n'y avait pas de recherches faites sur ce personnage. Mais lui, il le savait. Il le savait. Il l'a amené en Allemagne, en le présentant comme le nagual le plus important du Mexique. Voilà. Et Bert Hellinger, il avait déjà plus de 90 ans, je crois. Et lui aussi, il était déjà, il a presque une centaine d'années, et lui, il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là, et en bonne santé. Donc, Bert Hellinger, voilà, c'est l'inventeur des constellations. Des constellations. C'est lui qui l'a amené le premier en Europe. Et donc, pour répondre à ta question, on a dû faire, il avait la carte d'identité, sinon il n'aurait pas pu voyager. Et donc, sur sa carte d'identité... Il y a bien la date de naissance. Il y a bien la date de naissance, ouais. Il est né le 14 janvier. Donc, quelle est votre définition de la psychomagie? On dit que c'est à la croisée entre l'art, la psychologie, la spiritualité. C'est ce langage métaphorique que l'inconscient comprend, parce que si on veut communiquer avec l'inconscient, on ne peut pas parler humain. C'est comme si on veut communiquer avec un cheval. Il faut apprendre à parler cheval, sinon on ne peut pas communiquer avec lui. L'inconscient, c'est la même chose. Donc, c'est son langage parce qu'il s'exprime par des symboles, par des métaphores. Quand nous rêvons d'une chose, et il ne veut pas dire que si je vois ma mère mourir, que ma mère va mourir. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça a un sens symbolique. Donc, si on comprend ce langage-là, on peut s'adresser à l'inconscient en lui disant quelque chose de très précis. On peut réparer une lacune. On peut redresser un mauvais programme. On peut donner l'image d'un père qui est présent parce que mon père était absent. Et donc, il y a quelque chose à pouvoir réparer dans ce domaine-là. C'est vraiment un langage, et c'est le langage de l'inconscient. Et c'est là qu'intervient la psychomagie. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre, et sur soi d'abord. Il disait, on ne peut pas être psychomague
si on n'a pas fait des dizaines et des dizaines d'actes sur soi. Nous, on était... Ce que vous avez donc fait. C'est ce que j'ai fait, oui. On faisait des actes tout le temps. Tout le temps, on était en train de faire des actes, d'essayer de comprendre et surtout de se réparer. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on dit que le monde est malade. Mais si le monde est malade, c'est parce que chacun de nous est malade. Nous sommes tous malades. Sinon, le monde ne serait pas malade. Et nous avons les présidents et les dirigeants qui nous méritons et qu'aussi nous reconnaissons comme parents, parce que nous avons des parents défaillants et donc nous avons des dirigeants défaillants. Et c'est comme ça que nous arrivons à les reconnaître et à leur donner quand même du pouvoir. Ah ben oui, c'est mon papa, non? Mais c'est mon papa névrotique qui pense à lui et pas à moi et qui regarde ses problèmes et pas les miens et qui ne sait pas interagir avec moi. Et donc nous avons ça, un reflet de ce que nous sommes nous intérieurement. Donc si on veut vraiment changer le monde, il faut se changer soi. Il y a du boulot. Il y a du boulot, beaucoup de boulot. Beaucoup. Je regardais votre jeu que vous avez dans les mains. Oui. Il n'est pas complet. Là, j'ai amené les arcanes majeurs. C'est ça. C'est ça. Parce que normalement, voilà, il est beaucoup plus épais que ça. Enfin, il y a beaucoup plus de cartes. Donc vous ne travaillez qu'avec les arcanes majeurs? Non, je travaille avec... Alors, quand je travaille avec les arcanes majeurs, je travaille aussi avec les mineurs parce que je les connais. Voilà. C'est comme si vous allez un spécialiste du cœur, il travaille avec votre cœur, mais il connaît votre corps. Sinon, il ne pourrait pas travailler avec votre cœur. Donc, on ne peut pas travailler avec les majeurs si on ne connaît pas les mineurs. Et je peux travailler qu'avec les mineurs, mais parce que je connais aussi les majeurs. Mais vous n'avez pas besoin du support de la carte des mineurs? Non, pas forcément. Disons qu'aujourd'hui, parfois, même pas du tarot. Ouais. Donc, ça sent bien le... Certains disent, il y a des thérapeutes qui disent mais moi j'ai une intuition. Je dis mais attendez, vous avez quoi, une intuition plus? Oui, voilà. Bon, ok, donc vous avez de la clairaudience, clairvoyance, de la médiumnité, vous avez voilà, tout ça. Clairsentence, il y a tout quoi. Tout. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. C'est votre cas. C'est ce qui est mon cas, oui. Oui, mais ça vient, c'est vraiment, attention, ça ne descend pas des nues. C'est vraiment quelque chose concret que je peux sentir, voir, palper. Ça vibre dans mon corps. Quand je vois un trauma chez quelqu'un, je le ressens en moi parce que j'ai pu le déceler en moi. Parce que nous portons tout. Nous portons tout. Le voleur, le violeur, l'assassin. Imaginez-vous que dans cette génération, ne serait-ce que cette génération, on a tout ça derrière nous. Nous ne le savons pas, mais il y a de tout. Donc nous avons un petit morceau de tout. Même quand vous étudiez la psychologie à l'université, on vous le dit. On dit attention. Parce que ne vous identifiez pas à ce problème-là parce que vous avez certainement un morceau de sadomasochisme, de perversion sexuelle, de problèmes névrotiques émotionnels, etc. Non? On a tout ça en nous. Alors, quand on fait le travail sur nous, c'est réellement, le tarot nous permet ça, c'est, vous savez, cette phrase de Socrate écrite sur le temple d'Elphes, qu'aujourd'hui beaucoup de gens reprennent, mais c'est ça, c'est connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers, et les dieux. Mais c'est réellement ça, parce que quand on arrive à se connaître soi, l'être humain qui est en nous, on connaît l'être humain. Parce qu'ensuite, l'italien, le français, l'américain, le chinois, c'est des couches, des cultures, de religion, d'histoire, parce que nous n'avons pas la même histoire, des traditions, vous voyez. Mais en dessous, toutes ces couches-là, il y a toujours l'être humain. Il y a toujours nous. Il y a un thérapeute qui m'a dit un jour, face à au pire monstre, il y a l'être humain. Toujours, oui, c'est ça. Et donc, il y a toujours l'être humain. Et c'est ça qu'il faut rétablir en nous. Revenir à la source, à l'être essentiel qui est en nous, enlever toutes ces couches qui nous ont rendus malades. Bien sûr qu'il y a des trésors dans tout ça, et les trésors, on les garde, mais il y a des déviations, il y a des incompréhensions. Mon père n'était pas illuminé, ma mère non plus. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, et je les aime et je les remercie pour ça. Mais à moi maintenant de faire mon travail, d'aller plus loin, et de comprendre qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui n'est plus bon pour moi. Les choses changent. Sur les deux personnalités qu'on a évoquées, Jodorowsky et... alors, j'arrive jamais à retenir le nom. Tata Kacsala. Oui. Quelles ont été leurs dernières paroles à votre contact? Alors, il faut dire que je vais les différencier de cette façon-là. Jodorowsky, c'est le maître qui m'a amené à voir mon inconscient, à comprendre mon passé, ma généalogie.
mon être, on va dire, rationnel, malgré qu'il y a beaucoup d'irrationnel, parce qu'il y a l'inconscient, on va dire ça. Mais c'est très rationnel en réalité. Quand on comprend l'inconscient, c'est concret. C'est concret. Voilà. Tata, c'est un maître du Nawal, c'est un maître du mystère. On entreprend un voyage qui va au-delà de ce qui est connu. On commence à rentrer dans des dimensions plus lointaines, dans le sens qu'on a affaire avec les mystères de la vie. Parce que vous savez, dans notre inconscient, même Jung il a dit, nous avons un inconscient, on a le conscient, le subconscient, l'inconscient personnel et ensuite l'inconscient familial. Et après, on a l'inconscient ethnique. Et ensuite, l'inconscient biologique. Enfin, avant, il y a l'inconscient collectif. Et c'est ça la voie des Jodo, c'est rentrer dans tout ça. Mais quand on arrive à Tata, on commence à rentrer dans cet inconscient profond où tous les mystères sont là. On a la connexion avec la divinité, avec des entités d'autres mondes, enfin de ce monde, parce qu'on est toujours ici. Mais c'est des choses un peu plus mystérieuses. Donc Tata, c'est le maître de l'inconnu. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Quelle était sa dernière parole à votre contact? Alors, Tata est très spécial, parce qu'il ne vous dit rien. Ouais. Si moi je pose une question à Tata et vous lui posez la même question, vous aurez deux réponses, on aura deux réponses très différentes, mais très différentes. Parce qu'il donne la réponse en fonction de qui vous êtes. Exactement. Parce qu'il vous lit votre énergie et il vous dit jusqu'où vous pouvez comprendre. Mais la chose, c'est que vous devez comprendre. Il vous donne juste la petite information pour que vous fassiez le travail. Parce que sinon, il dit qu'on n'apprend rien. Si ce n'est pas dans l'effort, la connaissance n'est pas intellectuelle, ça ne se transmet pas avec des mots, ça ne sert à rien il dit que c'est une idiotie. Non seulement c'est une perte de temps, la connaissance par les mots, mais c'est une idiotie aussi parce qu'on ne peut pas donner la conscience et la connaissance. Qu'est-ce qu'il vous dit à vous? Moi, il m'a dit que je devais faire un travail, un long travail, et on fait ce travail avec des efforts. Mon premier challenge, c'est passer 9 jours dans les montagnes tout seul, en jeûnant. Une sorte de vipassana. Exact. Ouais. Oui. Wow. Vous l'avez fait? Je l'ai fait oui, j'ai fait 7 jours, maintenant je dois faire 9 jours, et après je ferai 13 jours, et bien plus. Seul? Seul. Sans assistance? Sans assistance. En jeûne total? En jeûne total. Wow. Juste de l'eau. Ouais, juste de l'eau. Mais il se passe des choses incroyables. Parce qu'on doit préparer un rituel, je dois préparer 91 prières x 4, donc ce qui fait 300 et quelques, 350, je ne sais plus combien, 16, 300, 160, 320. On s'approche des jours de l'année. Vous voyez, c'est un cercle que je dois disposer après, là où je trouverai ma place. Je n'ai pas le droit de sortir de ce cercle. Je peux risquer ma vie. Ouais. Wow. Il se passe des choses un peu étonnantes. Là, ça m'est arrivé. Il y a des choses que je peux dire, des choses que je peux moins dire. Mais ça, vous l'avez fait sur 6 jours déjà, non? 7 jours. 7 jours. Je ferai 9 bientôt, et après 13, et après plus. Encore plus. Et il y a d'autres épreuves. À l'issue des 7 jours, qu'est-ce que ça vous a amené? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. J'ai eu des prises de conscience que jamais j'aurais, parce qu'on n'a pas le droit de lire, d'amener un téléphone portable. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez dans ce cercle? Oui. Et vous faites rien? Oui. Vous êtes en méditation? Oui. Introspection? Oui. Ok, donc face à vous-même? Face à vous-même, okay. Et vous ne pouvez pas vous échapper. Vous ne pouvez pas vous distraire en mangeant quelque chose. C'est sûr. En prenant le téléphone 5 minutes. C'est sûr. Non. Vous ne pouvez pas vous échapper. Alors parfois, vous changez de place, comme ça, parce que vous avez une petite place, mais au final, tous vos pensées vous suivent. Et à un moment donné, vous pleurez, vous riez, vous passez par toutes sortes d'émotions. Jusqu'à un moment donné, moi, j'ai ressenti un silence, une paix incroyable. Je suis rentré en état d'extase et je commençais à communiquer avec le lizard qui était à côté de moi, avec les fourmis, avec les colibris. C'est très étonnant parce que il y a vraiment une communication qui s'établit et je peux vous dire ça, c'est dans les 7 jours, j'ai commencé à sortir de mon corps. La nuit, je sortais, j'étais conscient de sortir de mon corps, je savais, j'allais voir des personnes et je savais que je devais rentrer à un moment donné. Voilà, c'est des choses un peu bizarres comme ça.
Et en fait, quand j'ai discuté avec un autre ami, parce qu'on ne parle pas de tout ça. Alors, j'ai un ami qui vient, qui fait le même travail. Et c'est incroyable, lui aussi, il est sorti de son corps. C'est comme si c'était fait exprès pour qu'on vive ces expériences-là. Et vous pouvez les vivre que seulement dans le sacrifice, c'est-à-dire dans l'action sacrée. Vous ne mangez pas, vous êtes concentré, vous êtes en connexion avec les éléments. Vous ne pouvez pas vous échapper. Et là, vous touchez des états de conscience que Très jamais. profond. Ouais. Évidemment, évidemment. Ouais. Pas de peur. Au départ, si. Ouais. Au départ, si. Mais la peur, il dit que c'est notre premier ennemi qu'il faut vaincre. L'homme, son premier ennemi, c'est vrai, c'est la peur. On a toujours peur de quelque chose. Est-ce que vous l'avez revu à l'issue des 7 jours? Oui. Ok. Oui. On doit le voir et avant et après. Oui. Et il vous dit des choses incroyables. Mais c'est sûr. C'est incroyable. C'est comme si vous connaissez depuis toujours, il vous dit des choses. Quand il a parlé à mon ami, moi j'étais présent, il raconte juste ces 7 jours, et d'un coup il dit quelque chose que seulement moi j'étais au courant, ni sa femme, ni ses enfants, personne n'était au courant, et lui il sort comme ça, alors qu'il parlait de réseaux, de prières, de positions des 4 points cardinaux, et lui il dit quelque chose de tellement précis, de tellement concret, et je dis mais d'où il sort ça? Comment il peut lui dire ça? Il n'y a que moi qui est au courant de ça, et lui bien sûr, mais donc je dis, waouh, il lit vraiment dans toi, il lit ton âme, il lit ton énergie, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il te voit. C'est du chamanisme. C'est du vrai chamanisme. Là-bas, on dit que c'est le chaman des chamans. Vous êtes chaman? Je ne me définis pas. Mais... Parce que vous ne voulez pas ce titre. Mais en tout cas, vous êtes un expérimentateur, si je puis dire. Vous avez expérimenté ce que certains chamans vous disent de faire, quoi. Enfin, en l'occurrence, quoi. C'est un maître chaman qui vous dit de faire ça. Et, voilà. Et donc, vous avez fait 7 jours, vous allez faire 9 jours et 13 jours. Oui. Et après, c'est fini? Non. Il y a plus encore? Beaucoup plus. Oui, beaucoup plus. Les preuves sont toujours plus fortes, plus difficiles et plus dures. Ok. Et pour aller à la rencontre de soi? Toujours. Toujours. Au plus profond de votre être, quoi. Oui. Oui. Je vais vous dire ça. Lui, il l'a fait. D'autres l'ont fait, que j'ai rencontré des personnes qui l'ont fait. Hein, attention. Donc, c'est réel. C'est pas des légendes. Il y a 40 jours à faire. 40 jours de jeûne? 40 jours de juste jeûne. En ayant de l'eau? Oui. Et face à vous, en pleine montagne? Oui. Mais, à ce moment-là, oui. La violence. Oui. Mais à ce moment-là, vous avez acquis des connaissances qui vous permettent de vivre, de survivre. Parce que si vous allez comme ça, vous allez mourir. Lui, il a fait 120 jours. 120 jours. Et on le sait, les chefs indiens qui viennent, qui s'inclinent devant lui, ils savent que lui, il a fait 120 jours. Et il y en a d'autres qui l'ont fait aussi. Il n'y en a pas beaucoup à 120 jours. Il y en a plusieurs qui ont fait 40. Que j'ai rencontrés. Qui ont déjà fait 40 jours. Et nous, on ne les connaît pas, ces gens. Mais si on regarde ça, regardez. Moïse, il a fait 40 jours dans le désert. Jésus, il a fait 40 jours dans le désert. C'est certainement en jeûnant. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. Sans doute. Qui sont toujours là. Mais avant, il y a une préparation. Parce que si vous allez faire 40 jours, vous allez mourir. C'est sûr. Oui. Oui. Ou devenir fou. Ou devenir fou, oui. Mais moi, j'ai vu la mort. Je l'ai vue. Je l'ai vue danser autour du cercle. Elle était là. Même dans les 7 jours, elle s'est présentée. Wow. C'est pour ça que j'ai compris à ce moment-là qu'il ne fallait pas sortir du cercle. Que c'était notre protection. Et le cercle, il est défini par quoi? Par des pierres? Non. On doit préparer des petits... on voit ça sur mon Instagram. Pendant que je prépare avec du tabac et de la sauge, des tabacs purs, du coton, c'est des carrés que je découpe de 4 couleurs différentes. Je dois en préparer 91 par couleur. Je vais disposer en cercle selon les directions. Le jaune à l'est, le rouge au sud, le bleu c'est au nord, non, le blanc c'est au nord et le bleu c'est à ouest, non, nord, sud, est. Est-ouest. Voilà, c'est les 4 couleurs qu'on dispose comme ça. Les points cardinaux. Les points cardinaux. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez pas le droit ni de sortir. Si jamais vous rencontrez quelqu'un qui passe par là, vous devez baisser les yeux. Vous n'avez pas le droit de le regarder. S'il vous parle, vous n'avez pas le droit de lui parler. Mais la police peut passer ou non, pas du tout. Et qui choisit le lieu? On est tellement loin dans les montagnes. Qui choisit le lieu? C'est moi. On me donne un espace assez grand.
où il y a des montagnes, où il y a un désert. Enfin, c'est le climat du désert, mais c'est pas désertique, attention, parce que c'est dans les montagnes. Et vous allez vous perdre là-bas. Vous choisissez un lieu, vous formez votre cercle. Et vous restez là. Et vous restez là. Ok. Et il fait froid, il fait chaud. Il fait très froid la nuit. Ah oui. Très, très froid. J'avais ma tente, j'ai droit à une tente, un sac de couchage, des choses comme ça. Parce que dans les cérémonies Lakota, non. Mais lui, dans les cérémonies Yaqui, oui. On a droit à un minimum de confort, on va dire. Ouais. Mais oui, je trouvais ma tente gelée le matin. Et quand le soleil arrivait dans la journée, il fallait se déshabiller parce que vous brûlez. Ah oui, vous brûlez carrément. Donc il fait froid, il fait chaud. Il y a des animaux qui arrivent. Il peut y avoir des chevaux, des coyotes, des serpents, des scorpions. Il y a tout ça qui est là. C'est des expériences incroyables. Oui. Mais c'est en les faisant qu'on acquiert quelque chose. Parce que ça ne se passe pas par le mental, vous voyez. C'est facile de lire un livre. Mais il doit y avoir un avant et un après. C'est-à-dire que quand vous rentrez en France, après avoir vécu une expérience comme ça, mais vous voyez le monde autrement. Différemment. Oui. C'est obligé. Ça vous change. C'est sûr. Oui. C'est les expériences qui m'ont changé le plus dans ma vie. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous? Beaucoup. Par exemple, j'ai appris que tout ce que je vivais était bon pour moi. Le bon comme le mauvais. Parce qu'en fait, on se confronte à quelque chose qui est difficile, non? Une épreuve difficile. Et cette épreuve difficile vous apprend qu'après ça, vous allez gagner quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose. Et ça, on l'a tous les jours dans notre vie. C'est-à-dire que ce qu'on vit de négatif, ce qu'on pense négatif, il peut l'être, mais c'est nécessaire. Si on ne vit pas cette épreuve-là, on ne peut pas évoluer. Le bien et le mal, c'est les deux faces de la même médaille, même pièce. Et donc, par exemple, c'est une des choses que j'ai vraiment intégrées dans ma conscience. Quand il m'arrive quelque chose de mauvais, je dis, muy mal, muy bien. Ok, c'est muy mal cette chose. Ah, j'ai mal, il m'arrive ça, j'ai mal, mais muy mal, muy bien. Et en fait, oui, c'est vrai, parce que sans ça, ça ne me permettrait pas de grandir ma conscience. Ça, c'est une des choses que j'ai apprises. J'ai appris à faire le silence, j'ai appris à me détacher de certains événements émotionnellement, de prendre du recul, d'être plus centré sur moi. Ça m'a appris beaucoup de choses dont c'est difficile aussi parler. Oui, c'est un travail d'introspection qui est tellement fort, tellement puissant que évidemment c'est difficilement matérialisable avec des mots. Non, mais je peux comprendre. Ouais. Juste un truc, quand on sort des 7 jours, qu'on redescende sa montagne, d'abord vous devez être content de redescendre. Oui. C'est pas terminé, parce qu'on doit terminer. En fait, ça commence avec un Temazcal. Le Temazcal, c'est la tente de sudation. Ok, ah oui. Voilà, donc on rentre dans la tente de sudation. Ouais, c'est impressionnant ça aussi. Hein. Ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Et c'est à partir de là qu'on doit sortir avec une serviette sous la tête, qu'on n'a plus le droit de regarder personne et parler avec personne. Donc on doit partir comme ça, avec sa tente, avec sa serviette sous la tête, et quelqu'un te guide un peu avec un bâton. Il te laisse, tu montres où il est ton lieu. Ça peut être loin. Donc il t'amène à ton lieu, il te laisse. Et on vient te chercher, on entend le 7e jour, ou le 9e, on entend une corne sonner. Parce que on l'entend de très loin, et on sait que c'est terminé. Donc on doit ramasser ses affaires, se mettre sa serviette sur la tête, attendre que quelqu'un arrive avec un bâton. De nouveau, tu prends le bâton, il t'amène à la tente de sudation. Ouais. Et pendant la tente de sudation, à la 2e porte, on peut enlever la serviette et commencer à regarder les gens qui sont dans la tente. On termine comme ça, on sort de la tente, et là c'est terminé. Le rituel de 7 jours est terminé. De 4 jours, ça commence avec 4 jours, 7 jours, 9 jours. Et on peut manger. Et on peut manger. On vous donne à manger quelque chose, oui. Ça, on doit le savourer quand on est au retour. On doit le savourer, oui, on le savoure, mais moi, j'ai pas eu très faim. C'est très étonnant. On n'a pas faim. Il se passe quelque chose, vous ne pensez jamais à la nourriture. Même mon ami m'a dit la même chose. Ça a été le plus facile. C'est le plus facile de ne pas manger. Quel a été le plus dur? La solitude? La solitude. Ouais. Oui. Se confronter avec ses pensées, tout ce qui vous vient en son pensée. Par exemple, j'ai découvert que notre cœur, il bat au rythme de nos pensées. Mais réellement. C'est-à-dire que quand j'aurai une pensée de quelque chose
de mon passé négatif ou de mon présent, non? Mon cœur accélérait. Boum, 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 boum. Waouh! Et quand j'avais une pensée de paix, de quelqu'un que j'aime, etc., mon cœur s'apaisait. Il battait plus doucement. Je dis, waouh, mais c'est incroyable. En fait, notre cœur bat selon ce qu'on Au rythme pense. de nos émotions. Au rythme des émotions. Exactement. Voilà, c'est toutes des découvertes. Moreno, c'est extraordinaire. Non, franchement, je suis assez fasciné par. Voilà, je sais que tout ça existe, évidemment. On a eu plein de témoignages, mais très peu sont venus nous expliquer de quelle manière ils avaient vécu cet éveil, enfin, en tout cas, ce processus d'introspection, somme toute aussi puissant. On parle des vipassanas, on parle de tout ça, mais j'ai l'impression que le vipassana me semble moins violent. Oui. Que ce que vous avez vécu au Mexique. Oui, je ne sais pas si le mot violent... Enfin, moins rude. Moins rude, peut-être. Moins rude. Oui. Enfin, je pense, hein, j'en ai jamais fait. Mais, oui, vous savez, on va dans un lieu où on fait ça depuis des siècles, voire des millénaires. Bien sûr. C'est des montagnes spéciales. Moi, j'ai senti qu'à un moment donné, ces montagnes me parlaient. Et après, des voix m'ont dit, mais c'est comme ça. Ces montagnes parlent. C'est pas par hasard qu'on va aller là-bas. Donc... Bon, en tout cas, le tarot, c'est votre support aujourd'hui, mais on sent bien que qu'il y a bien plus. Ça va bien au-delà de votre expertise, la psychogénéalogie, également la psychomagie, toute votre histoire. Merci infiniment. Moi, je suis fasciné par ce que vous proposez et votre parcours de vie, et j'aimerais qu'on puisse proposer, vous savez, on fait des émissions le mardi soir, on fait des lives. Je peux faire des tirages. Mais j'aimerais beaucoup qu'on fasse quelque chose comme ça, donc on va programmer ça. Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci à toi. On va évidemment commenter, on va partager, on va réécouter tout cet enseignement, se renseigner sur ce monsieur qui était Jodorowsky, bien entendu, pour voir un petit peu son histoire. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux, à droite, à gauche. Oui. Et puis Tata Kachora. Oui. Entre autres. Oui. Voilà, ce grand monsieur. Et puis évidemment, vous consultez. On va mettre autour de cette vidéo tous les liens qui permettent de rentrer en contact avec Moreno Fazzari. Et puis, on se retrouve très vite sur ce plateau, en tout cas. Hein, avec grand plaisir. Ouais, merci infiniment. Merci Commentez avec bienveillance, comme toujours. Et à très vite sur ce plateau avec une nouvelle rencontre. Salut.